Nous sommes de retour dans cette édition du 21 juin 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Désormais, il est l'heure, comme vous en avez l'habitude tous les vendredis, de retrouver Éric Galliègue et son point stratégique. Bonjour Éric. Bonjour Antoine. Merci Éric d'être avec nous ce matin. Éric, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour décrypter l'actualité et nous expliquer son impact sur les principaux indices actions. Avant de rentrer dans le détail de ce qui a fait bouger les marchés cette semaine, pouvez-vous nous rappeler quel est le bilan de la semaine écoulée ? Le bilan de la semaine est assez comparable à celui de la semaine précédente, c'est-à-dire qu'on a toujours un écart significatif entre l'Europe et les États-Unis. L'Europe est ici le CAC 40 qui a légèrement baissé du jeudi au jeudi, donc on a effectivement ici la baisse de 3% de vendredi dernier, donc on est encore en légère baisse sur cette semaine. Et les États-Unis, donc le S&P 500 qui a progressé de plus de 1% à nouveau, donc il continue à monter et se situe donc au plus haut historique quasiment, alors que l'euro-dollar continue sa baisse. On perd 0,3% à nouveau et on se retrouve en baisse de près de 2% sur une année glissante en ce qui concerne donc notre monnaie. Oui, carrément. Sur ce graphique, on voit très clairement la dichotomie dans l'esprit des investisseurs des deux côtés de l'Atlantique. En France, en Europe, c'est le risque politique qui domine, qui accapare tout le monde, qui accapare les esprits des investisseurs. Comme on va le voir, votre première actu est liée justement à la dissolution annoncée la semaine dernière par le président français Emmanuel Macron. Oui, effectivement, comment ne pas évoquer la situation politique interne et finalement, donc, un assouplissement, entre guillemets, du programme du Rassemblement national. C'est vrai qu'aujourd'hui, la probabilité pour que Jordan Bardella devienne Premier ministre est pas complètement nulle. Elle est même relativement significative. En tout cas, c'est un cas de figure qu'il faut intégrer. Et donc, on a effectivement un assouplissement, donc, notamment, il n'y aura pas de suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, ce qui était une mesure un petit peu particulière. Il n'y aura pas de remise en cause de la réforme des retraites, en tout cas immédiatement. Pas d'impôt sur la fortune financière. Donc voilà, ça permet de se relativement rassurer par rapport au programme économique que pourrait mettre en œuvre ce parti si jamais il accédait au gouvernement dans le mois prochain. Oui, alors effectivement, les marchés financiers font un peu le même constat que vous. On pourrait commenter, on le fera tout à l'heure avec M. Asselineau, le dernier sondage paru notamment dans le Challenge, qui anticipe probablement une majorité absolue du RN depuis que LR, la frange droite de LR, a rejoint le parti de Marine Le Pen. On va poursuivre votre sélection de l'actualité avec la procédure pour déficit excessif de la France lancée par la Commission européenne. Alors tout ceci sera validé très clairement le 14 juillet prochain. Pour l'instant, ça reste relativement hypothétique. La décision sera prise mi-juillet. Oui, effectivement, la procédure suit son cours. On saura à la mi-juillet ce qu'il en est. Bon, probablement avec d'autres pays de l'Union économique et monétaire, on va avoir sur le dos, en quelque sorte, cette procédure qui est initiée par la Commission européenne. C'est pas la première fois que la France est accusée, entre guillemets, d'avoir un déficit trop important. Il est un fait qu'au cours depuis la mise en place du traité de Maastricht qui limite à 3% le déficit, la France a été en déficit supérieur à 3% du PIB 24 fois, entre 8 années de déficit inférieur à 3% de son PIB et évidemment aucune année en excédent budgétaire. Donc cela nous rappelle combien notre situation financière est relativement précaire pour les données publiques en tout cas, et cela montre à nouveau le contraste saisissant entre les promesses électorales qui sont faites aujourd'hui et la réalité financière de notre pays. Donc c'est vrai que la conclusion est que nous n'avons très très peu de marge de manœuvre, voire aucune, et que très probablement la situation politique interne n'aura aucune répercussion durable sur les marchés financiers. Alors très clair, on va rester côté Europe. Là, cette fois-ci, on va élargir à la zone euro dans son ensemble. Vous allez parler de la hausse du coût du travail, identifiée le mois dernier. Du coup, par la force des choses, comment est-ce que vous le traduisez, Éric ? Ça montre que, avec un décalage connu et significatif, qui se mesure quasiment en années, la hausse d'inflation des années 22 et en partie 23 se répercute maintenant sur les salaires. C'est-à-dire qu'on a des salaires qui sont repartis en hausse de 5,3% au premier trimestre 2024 par rapport au même trimestre de l'année précédente. On voit qu'on avait une forme d'amélioration très progressive, je dirais, depuis le quatrième trimestre 2022. On voit sur le graphique. Et puis là, on repart au-delà de 5%. 5%
après 3,2% donc au quatrième trimestre 2023, c'est une progression significative des salaires, alors que l'inflation, on peut le rappeler, d'après donc la mesure harmonisée au niveau européen, est de 2,6%. Donc c'est vrai que voilà, on se retrouve avec une dérive des salaires qui est problématique pour la BCE, puisque elle a indiqué elle-même, cette BCE, qu'elle, je dirais, conditionnerait des nouvelles baisses de taux à une évolution, je dirais, raisonnable des salaires. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est relativement inquiétant pour les décisions futures de la BCE, qui va probablement faire une pause, telle qu'elle a d'ailleurs plus ou moins indiqué, au cours des prochaines réunions de politique monétaire. Oui, c'est très inquiétant également d'un point de vue microéconomique pour les entreprises, puisque les défaillances sont appelées à augmenter d'après les dernières études. Donc tout ça, ça s'ajoute au taux d'intérêt qui reste très élevé, à une faiblesse de la demande en zone euro qui reste criante. Et maintenant, si on ajoute la hausse des salaires, c'est très mauvais signe pour les marges opérationnelles des entreprises qui donc vont très certainement être de plus en plus avoir la tête sous l'eau. On va finir votre tour de l'actualité, Eric, avec la psychologie des investisseurs. Alors ça, c'est un terme très à la mode actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait trop rien. Toujours est-il que la psychologie des investisseurs est toujours très favorable. La psychologie des investisseurs qu'on peut mesurer, donc on a des mesures objectives qui existent. Cette psychologie, c'est finalement le fait que les marchés portent parfois des lunettes noires pour interpréter la réalité des faits, et parfois portent des lunettes roses. Aujourd'hui, les marchés portent des lunettes roses. Et les élections européennes n'ont rien changé à ça. La situation politique interne française n'a rien changé à ça. On le voit sur ce graphique qui montre le spread de taux entre donc les obligations privées, les obligations d'entreprise, notées triple B dans la zone euro, et les signatures souveraines. Donc on voit bien que la prime de risque, en quelque sorte, est très très faible, ce qui signifie que la psychologie des marchés financiers est plutôt favorable, puisque la prime de risque est faible. On a la même chose sur l'indice VIX, qui est une autre mesure, je dirais, de l'aversion au risque ou de la psychologie des investisseurs. C'est un indice VIX qui reflète en fait le coût de l'assurance sur les marchés dérivés. Cet indice VIX est très bas aussi. Il a remonté un petit peu, mais il reste à des niveaux historiques bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la psychologie des investisseurs est toujours très favorable, que le Rassemblement national arrive au pouvoir en France ou pas. Donc c'est quelque chose qui nous semble important de rappeler et d'en tirer un élément plutôt favorable, puisque peut conclure que la psychologie des investisseurs demeure positive, ce qui est essentiel dans le maintien donc, de la tendance haussière sur les marchés financiers. Oui, c'est très clair, on comprend mieux quand vous parlez de perception du risque, de psychologie des investisseurs. Du coup, par la force des choses, Eric, quelle est votre synthèse? Elle est neutre, si je ne m'abuse. La synthèse est neutre, donc 2 points positifs, l'assouplissement, on va dire, du programme du Rassemblement national, et d'autre part la psychologie des investisseurs qui est très favorable. Donc à côté de ça, on a des éléments négatifs, la procédure pour déficit excessif de la France, ce qui montre que notre pays, notre situation financière est quand même très très compliquée, et la hausse du coût du travail en Europe, ce qui effectivement reflète un risque d'inflation auto-entretenue en quelque sorte, d'une part, et d'autre part, une petite pression sur les marges, effectivement, tel qu'on peut l'imaginer pour toutes les entreprises qui donc doivent et bien sûr payer ces différents salaires. Donc au total, on a une semaine neutre sur l'actualité. Semaine neutre. Je vous remercie, Eric, pour ce décryptage. Du coup, par la force des choses, est-ce que vos recommandations, j'imagine que vos recommandations d'investissement ne changent pas, du coup? Alors, recommandations d'investissement pour les investisseurs, c'est-à-dire pour les gens qui ont un horizon d'investissement d'1 an et plus, je crois qu'il faut le rappeler, pour les investisseurs, est toujours favorable. C'est-à-dire qu'on est toujours acheteur d'actions, on garde les actions, on ne vend pas. Pour les gens, pour les investisseurs qui ont une vision à au moins 1 an. Sur un horizon beaucoup plus court, pour les investissements ou les spéculateurs à horizon d'1 mois, pour les spéculateurs à horizon d'1 mois, nous sommes plutôt vendeurs. On a donc un signal tactique. Nos signaux tactiques nous montrent toujours, et ceci depuis la fin du mois de mai, une position plutôt baissière. Mais c'est à nouveau pour un horizon d'investissement très court, de l'ordre de quelques semaines. Mais au total, pour ce qui concerne les investisseurs, qui sont le cœur de notre clientèle, on reste très, je dirais, relativement confiant et serein face à la situation actuelle, qui ne devrait pas se dégrader outre mesure. Les tendances, l'inertie du marché est toujours
extrêmement positive. Oui, bah écoutez, on va effectivement de toute façon suivre tout cela avec grande attention. Hein. Je précise et je rappelle, hein, comme vous faites bien de le dire, hein, qu'il y a 2 horizons de temps, le très court terme inférieur à 1 an et le très long terme, le long terme, comme vous venez de nous le rappeler. Hein. Du coup, à force des choses. Ok, bah écoutez, merci beaucoup, Éric, de votre temps, de vos analyses, de votre œil. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis matins pour nous expliquer quelles sont les variables exogènes aux indices actions qui peuvent expliquer leur variation sur la semaine écoulée. Merci beaucoup, Éric. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.